L'esprit critique, c'est toujours se poser la question, est-ce que ce que je lis et ce que je vois est vrai, malgré mes idées, malgré mes a priori. Et justement, aujourd'hui, j'ai trouvé l'opinion, vous savez, vous commencez à me connaître maintenant, il y a une opinion que j'aime beaucoup sur la RTBF, de Bertrand N. Et je pense que je n'étais pas 100% d'accord avec son analyse, on va dire, de l'actualité. Et du coup, je voulais en parler avec vous. On finit l'intro et on y va, c'est parti. L'Europe à l'épreuve de la souveraineté vaccinale. Donc c'est bien Bertrand N. Toujours la même photo. Il m'a l'air fort sympathique à chaque fois. La course au vaccin, alors je vérifie, ouais ça vous coupe un peu chez vous. La course au vaccin est-elle en train de devenir une guerre des vaccins ? Entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, le torchon brûle autour des vaccins AstraZeneca, j'arrive jamais à le dire. Car la firme sur laquelle l'UE a misé beaucoup a annoncé des retards importants, 60% de livraison en moins au premier trimestre pour l'Union. Pendant ce temps, le groupe pharmaceutique garantit ses doses au Royaume-Uni qui vaccine à tour de bras. Après le Brexit, cette situation est politiquement humiliante pour l'Union qui fait l'expérience de sa faiblesse. Et sur ce point-là, je suis pas totalement d'accord. Or noir. Le vaccin est le nouvel or noir de la mondialisation. Une ressource stratégique majeure, indispensable pour établir une souveraineté. Logiquement, la vaccination est devenue une affirmation de la puissance politique, de la puissance géostratégique des plus grands, la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Union Européenne, ont cravaché pour développer leurs vaccins, leurs filières, pour développer une souveraineté vaccinale comme elle existe dans d'autres domaines stratégiques, militaires, alimentaires ou énergétiques, je suppose. Avec des méthodes et des résultats différents. Le modèle étatique chinois ou russe face au modèle capitalisme américain ou européen. Tout aussi logiquement, ces puissances tentent d'en faire aussi une arme d'influence en relations internationales. Et c'est vrai, et bien sûr du coup, c'est aussi à nous de prendre le recul pour bien voir que c'est pas parce que les Russes ont fait un vaccin plus vite que forcément c'est parce que c'est Poutine qui est au pouvoir depuis 40 ans. Voilà. C'est pas parce que les Chinois font un vaccin même plus vite que pour autant, je sais pas si les Chinois ont fait un vaccin plus vite, mais c'est pas parce que, la course du premier, on l'a vu pour la Lune, maintenant on n'est plus dupe, hein. Ce n'est pas parce qu'on est le premier que forcément on est le meilleur. Je pense que c'est important de recadrer un peu ça, de nous prendre ce recul. Parce que eux, les politiciens, ne rêvez pas, ils ne le feront pas. Amère expérience. Dans cette course à la souveraineté vaccinale, l'Europe fait l'amère expérience de ses limites. Elle a pourtant largement participé à l'incroyable aventure du développement de ces nouveaux vaccins. Pour réussir à être le premier, l'américain Pfizer s'est associé à la pépite allemande BioNTech. Mais dans cette alliance, l'aspect industriel est largement du ressort des États-Unis. Elle est aussi présente historiquement via la Suède dans AstraZeneca, mais le groupe a son siège à Londres, le développement s'est fait à Oxford et ses principales usines en Angleterre. Sur le continent, c'est aujourd'hui la déconvenue. Le français Sanofi accuse beaucoup de retard et se voit obligé de traiter avec Pfizer. Le prestigieux Institut Pasteur jette l'éponge. Les centres de décision nous échappent. C'est vrai que ça c'était surprenant que l'Institut Pasteur jette l'éponge et que effectivement les Français étaient tant c'était la débâcle à ce niveau-là pour les vaccins, parce que les Français avaient l'air ultra confiants vis-à-vis de leur société et institutions, et c'est dommage que ce soit passé à côté, mais bon. L'autre aspect, c'est celui de la négociation avec les firmes. Pour s'assurer de la disponibilité du vaccin, la Commission a tenu à négocier solidairement les contrats au nom des États. Avancée politique majeure, mais qui a pris du temps. Nous n'avons pas été les premiers, devancés par le Royaume-Uni, Israël, les États-Unis. L'Europe, même négociant en un bloc, même en ayant consacré d'importantes sommes, même en ayant participé largement au développement et à la recherche, n'est pas parvenue à atteindre une souveraineté vaccinale. Et ça c'est vrai, effectivement, l'Europe a dû négocier, l'Europe a dû se serrer les coudes pour faire effectivement un accord entre déjà les pays européens pour avoir une répartition juste et équitable, mais en plus, effectivement, pour pouvoir négocier les prix, puisque du coup on négociait, mais c'était aussi la force du coup de l'Europe, c'est pour ça que c'est un peu... On n'a pas de souveraineté vaccinale certes, mais on a une force de négociation, puisque du coup, celui qui remportait le contrat remporte le contrat de X pays. Alors que par exemple, certes, l'Amérique est aussi grande en termes de population que l'Europe, je pense qu'elle est même plus grande, je sais plus. On va dire que c'est à peu près similaire, mais en attendant, c'est quand même un gros marché.
l'Europe. Un gros marché avec parfois les moyens qui suivent. Et en plus, on a investi dedans. Ça, c'est un peu le côté, pourquoi est-ce qu'on n'est pas priorisé alors qu'on a investi dedans ? Mais bon. Nous vivons une amère expérience collective. Nous ressentons notre statut de puissance impuissante. Nous sommes en zone de seconde zone, une zone dépendante. C'est la deuxième fois. Ce constat de puissance impuissante, nous avions déjà dû le faire à propos des masques et des équipements sanitaires de base il y a 1 an. Bien sûr, il est possible que dans quelques mois, la situation ait bien changé, que l'objectif d'une vaccination générale pour l'été soit atteint. Qui oserait prédire quoi que ce soit ? Il n'en reste pas moins vrai que l'expérience actuelle laissera des traces. Évidemment. Voilà, ça, évidemment, je partage totalement sa vision du fait que ça laissera des traces. Et c'est pour ça que j'aime bien beaucoup le lire, notre cher Bertrand N. C'est que je trouve que ce sont vraiment... Il pose toujours ses avis, ses opinions en réflexion. Et même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, comme vous allez le constater, c'est surtout dans le fond, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on peut toujours en discuter. Et il a toujours une certaine ouverture, on dirait, dans ses textes à la réflexion. Là où je suis déjà un peu moins d'accord, c'est que, voilà, effectivement, donc on a galéré pour les masques, on a galéré pour le matériel, mais là où je trouve que c'est différent, c'est qu'effectivement, les vaccins, on a été quand même précurseurs, on a été vraiment aux aguets. Même si maintenant on est peut-être les derniers à recevoir, et qui sont pour moi déjà pour d'autres raisons que je crois dont il parle plus tard, eh bien... selon moi, c'est pas à cause vraiment de l'Union européenne et c'est pas les mêmes causes que pour les masques. Voilà. Les masques, on n'était pas préparés. Les masques, on voyait Macron 2 jours avant le confinement, il était en train d'aller au théâtre. Maintenant, avec les vaccins, on n'a pas été dupes. On s'est pas dit ah ben non, ça va aller sans les vaccins. Voilà, non. On s'est dit bon, on aura besoin de vaccins et il faut prendre les devants. On a négocié dès que possible et c'est vrai que l'union, c'est à la fois une force, mais une faiblesse dans un monde où tout le monde n'est pas uni, évidemment. Où tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles. Protectionnisme vaccinal. Bien sûr, beaucoup de pays sont beaucoup plus mal lotis que nous. Des pays plus pauvres qui nous accusent à juste titre d'accaparer la ressource vaccinale, notamment l'Afrique, qui nous fait ce reproche. Et j'ai pas lu les articles, mais apparemment ce serait plutôt vrai. Mais par rapport aux autres puissances occidentales auxquelles nous nous comparons, nous risquons le décrochage. Pourtant, une partie très importante de la fabrication mondiale des vaccins est située en Europe, et particulièrement en Belgique. Yes. C'est d'ailleurs dans l'usine AstraZeneca de Senef, en Belgique, qu'un problème aurait ralenti la livraison des vaccins à l'Europe. La Commission exige que AstraZeneca livre malgré tout les doses négociées en redirigeant sa production des 2 autres usines du groupe situées, elles, au Royaume-Uni. Inutile de préciser que c'est un no way absolu de Boris Johnson qui met la pression sur son champion national pour ne pas céder. Le tabloïd Daily Mail, dans un accès de protectionnisme vaccinal, titre « L'Europe n'aura pas nos vaccins ». Boris Johnson, qui a particulièrement mal géré la 2e vague, se repose entièrement sur le succès de la campagne de la vaccination. Il la présente comme le succès du Brexit et de la souveraineté retrouvée. Oui, parce que le Brexit a fait... voilà, il faut ouvrir les yeux. Le Brexit a fait énormément de dégâts au Royaume-Uni. Apparemment, j'avais lu il y a quelque temps que la moitié des camions rentraient vides au Royaume-Uni, ce qui est gigantesque, parce qu'ils n'avaient pas les bons papiers, parce qu'ils n'avaient pas les droits, ils ne savaient pas trop quoi faire et tout. Donc, Boris Johnson, qui a en plus diminué aussi le coronavirus pendant tout un moment et tout, il doit gagner des points. Effectivement, le vaccin est une bonne façon pour lui de dire « regardez ce que ça nous permet, regardez ». C'est une bonne façon pour lui de se montrer dans une image un peu plus positive. En creux, il nous renvoie l'image de la défaite des institutions européennes. En creux, il nourrit le récit d'un déclin européen, faisant face au second plan l'immense avancée qu'a constitué la négociation solidaire des vaccins. Personne ne peut dire où on sera dans 6 mois. Alors oui, avant ça, justement, c'est par rapport à tout ça. Parce que avant de lire sa conclusion, non, pardon, c'était pour un autre article, je confonds, pardon. Personne ne peut dire où on sera dans 6 mois et où en sera la pandémie. L'Europe a des atouts dans son sac, d'autres vaccins sont en développement, elle a encore des capacités immenses de production actuellement inutilisées. Mais aujourd'hui, il faut constater que l'Europe, avec sa recherche de pointe, ses géants industriels, ses moyens considérables, est reléguée au second rang. Alors, là, je trouve qu'il a une image assez pessimiste de l'Europe, même s'il souligne évidemment des points positifs, mais je trouve qu'il les souligne pas assez. C'est que c'est vrai que d'un côté, effectivement, peut-être qu'on est un peu largué au niveau des vaccins, mais d'un autre côté, moi je trouve que... Est-ce que tous ces vaccins auraient été possibles aussi vite sans l'Europe ?
puisqu'il parle d'investissement lui-même, il parle lui-même de marché, on a investi, c'est l'Europe qui a investi. Et est-ce que finalement, l'Europe n'arrive pas à mettre en avant ce qu'elle a fait ? Parce que effectivement, le vaccin anglais, ce sont des accords, normalement, qui se sont faits, et l'usine est en Belgique. La Belgique est en Europe. Alors oui, certes, c'est très beau que l'usine se retrouve aussi au Royaume-Uni et que du coup, il priorise le Royaume-Uni. Boris Johnson en est très content. Mais au final, tout ça, ce sont des associations. Au final, est-ce que l'Europe... Parce que le Royaume-Uni, le Royaume-Uni est sorti le 31 décembre de cette année de l'Europe. Mais est-ce que s'ils étaient sortis le 31 décembre 2019, est-ce qu'en fait ils s'en seraient aussi bien sortis ? Est-ce qu'ils se seraient pas retrouvés dans une merde immense parce qu'ils n'auraient eu aucun masque, puisque du coup l'Europe les aurait tous rachetés en dernière minute, et qu'en plus eux ils ont pris du retard ? Est-ce que finalement le Royaume-Uni ne se serait pas retrouvé dans la sauce ? Parce qu'effectivement, du coup, s'ils avaient eu une crise économique au moment où il y avait le Covid, parce que là pour le moment ça va encore, parce qu'il n'y a pas de no deal, mais si à l'époque il y avait même pas eu de no deal, mais que du coup ils se retrouvaient pas dans l'économie européenne avec les accords européens, est-ce qu'ils se seraient pas retrouvés vraiment dans la grosse sauce au niveau des médicaments, au niveau des respirateurs, au niveau... Et c'est là où je suis un peu critique, je trouve que c'est un peu assez négatif. Je crois que l'Europe a une très mauvaise capacité de communication sur ses points positifs et ses points négatifs. Enfin, surtout sur ses points positifs. Et du coup, bah, effectivement, on a effectivement des avis qui vont dans ce sens parce que Boris Johnson, par exemple, c'est beaucoup plus facile pour lui de dire bah, « Regardez tout ce que je fais de bien !» Et pour l'Europe, c'est plus compliqué de pouvoir mettre en avant que, effectivement, la collaboration européenne, sans l'Europe, est-ce qu'en fait, on n'aurait pas eu des vaccins plus lentement ou moins performants ? Parce que, comme il le dit très bien aussi, BioNTech et Pfizer, BioNTech, c'est allemand. C'est l'Europe qui a investi. Bref. Je trouvais que c'était une réflexion assez intéressante. N'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez un peu ces revues d'actualité. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ou un pouce rouge, ou un pouce gris. Tout simplement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'actu. À très bientôt. Et j'ai oublié de changer de scène, du coup je le fais maintenant. Allez, à plus.